pour Lamartine, il a une formule qui résume bien cela, c'est les Orientaux nous ont inventé les cieux. Donc aller chercher la vérité en Orient, c'est plus que s'intéresser, c'est devenir orientaliste. En fait, il y a deux sortes d'orientalisme. Il y a donc l'orientalisme justement qui est le courant de pensée, qui est en fait l'exotisme européen appliqué à l'Orient. Et puis, il y a ce qui ne devrait pas être jugé comme de manière péjorative, c'est la science orientaliste. Parce que c'est de là qu'est venue la connaissance européenne de l'Orient et notamment de sa religion. Si on n'avait pas eu de traducteur du Coran orientaliste, on ne connaîtrait absolument rien à l'islam. Donc il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Ce n'est pas l'orientalisme qui a conquis l'Algérie. C'était beaucoup plus trivial, c'était une domination qui était bien sûr avant tout politique et aussi économique, et puis qui représentait l'aboutissement du messianisme révolutionnaire français. On l'a beaucoup oublié, mais c'est très curieux. En général, les milieux colonialistes européens au XIXe siècle étaient ce qu'on appelle de gauche maintenant, parce qu'ils faisaient ça pour le bonheur des colonisés. Louis Blin, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans cette nouvelle émission du Phare et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors vous êtes ancien diplomate, docteur en histoire contemporaine, directeur d'un programme de recherche sur le Moyen-Orient à l'Institut universitaire européen de Florence. Et vous êtes aussi auteur de nombreux ouvrages et d'essais sur le monde arabe contemporain et l'islam, notamment Victor Hugo et l'islam, ainsi que Lamartine, passeur d'islam, pour lequel on vous reçoit aujourd'hui. Très bien. Alors, on va commencer sur une première partie qui va traiter de l'orientalisme. Est-ce que vous pouvez nous donner une définition de ce qu'est l'orientalisme ? Oui, c'est bien de commencer par les définitions, puisque Lamartine fait partie de ce vaste mouvement de pensée et artistique qu'on a appelé l'orientalisme. Alors, avant l'orientalisme, l'Orient existait déjà, bien sûr. Quel Orient? Difficile à savoir, mais enfin, pour nous, c'est surtout l'Orient proche qui nous intéresse, à savoir le monde arabe. Et avant, donc, les orientalistes, des auteurs, que ce soit en musique, Mozart avec la flûte enchantée, ou en littérature, Molière avec le bourgeois gentilhomme, s'intéressaient à l'Orient et notamment à l'Empire ottoman. Mais à partir de la fin du XVIIIe siècle, il y a eu un engouement pour l'Orient, avec, disons, le pionnier en littérature qui était Chateaubriand, et ensuite de nombreux auteurs, que ce soit donc en littérature bien sûr, mais aussi dans la peinture, puis la photographie, le cinéma plus tard, la mode même. Enfin donc l'orientalisme a un peu submergé toute la culture du XIXe siècle et du début du XXe. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, les Européens recherchaient leurs ancêtres mythiques en Orient. Ils pensaient, c'est un peu quelque chose qui a émergé des Lumières, que c'était de l'Orient qu'était venue la lumière, justement. Pour Lamartine en particulier, qui était non seulement un grand écrivain, mais aussi un grand mystique, il a une formule qui résume bien cela, c'est les Orientaux nous ont inventé les cieux. Donc, aller chercher la vérité en Orient, c'est plus que s'intéresser, c'est devenir orientaliste. Alors ensuite, l'orientalisme est beaucoup diversifié, et donc non seulement on se recherchait soi-même, donc en gros, je suis orientaliste, je vais voir là-bas si j'y suis, mais aussi on découvre l'autre. Alors là, on passe à l'orientalisme savant, puisque ce n'est plus seulement des mouvements d'idées ou bien un mouvement artistique, mais c'est aussi l'analyse de l'Orient avec, bien sûr, toutes les facettes, que ce soit philologiques, sociologiques, historiques. Et ensuite, l'orientalisme s'est peu à peu mué
est devenue l'islamologie que nous connaissons aujourd'hui. Sur la définition dite classique de l'orientalisme, si on devait, enfin, quels sont les orientalistes Oui. Alors, connus? ouais, les plus connus, donc en littérature, à part Chateaubriand, donc on a en France Lamartine, Victor Hugo, ensuite Flaubert, Nerval. C'est tout un courant de pensée. Oui. Ensuite, il y a eu une influence et une diversification de l'orientalisme, comme tout ce qui termine par isme, ça devient plutôt une galaxie Oui. qu'un seul courant avec, bien sûr, beaucoup de ramifications. En dehors de France, il y a Goethe, qui est la grande figure Ouais. allemande de l'orientalisme. Et dans le domaine de la peinture, alors en France, on a Eugène Delacroix, qui est très connu, Ingres, Fromentin, mais jusqu'au XXe siècle, par exemple, on prend Étienne Dinet. Oui. J'aime bien en parler parce qu'on a une image de l'orientalisme comme quelque chose de tout à fait exotique et maniériste et peu conforme aux réalités, ce qui est en partie vrai. Mais quand on prend Étienne Dinet, qui s'est converti à l'islam et qui est devenu même salafiste, en fait, on voit bien que l'orientalisme, c'est très large. Hein, Oui. on ne peut pas On va tout. en parler. Voilà. Oui. Et puis, alors, dans le domaine musical, il y a Bizet notamment. Enfin, il y en a beaucoup d'autres. Aujourd'hui, en tout cas, c'est mon impression, quand on dit de quelqu'un qu'il est orientaliste, c'est quand même un peu péjoratif, non? Voilà. Alors, donc, en fait, il y a deux sortes d'orientalisme. Il y a donc l'orientalisme, justement, qui est le courant de pensée, qui est en fait l'exotisme européen appliqué à l'Orient. Ouais. Et puis, il y a ce qui ne devrait pas être jugé comme de manière péjorative, Mmh. c'est la science orientaliste. Parce que c'est de là qu'est venue la connaissance européenne de l'Orient et notamment de sa religion. Bah, si on n'avait pas eu de traducteur du Coran orientaliste, on ne connaîtrait absolument rien à l'islam. Donc, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Là aussi, il y a eu des orientalistes tout à fait arabophobes et Oui. islamophobes. Et il y en a d'autres, si l'on prend par exemple Louis Massignon ou Maxime Rodinson, qui sont des orientalistes, qui sont au contraire des militants du rapprochement euro-arabe. Donc là aussi, c'est très large. Oui. Enfin, il est vrai que l'orientalisme a pris une connotation péjorative, notamment dans tous les milieux anticolonialistes. Justement. Et c'est là qu'on a la grande figure d'Edward Saïd qui un peu canalise toute la réflexion actuelle sur l'orientalisme. Et comment Edward Saïd, comment est-ce qu'il redéfinit Oui. L'orientalisme? Voilà, alors, Edward Saïd, c'est à peu près le Alors, début. pardon, Oui, qui est oui. Edward Saïd pour... Edward Saïd est un américano-palestinien. C'est important parce que justement, il est à cheval entre les deux. Il est profondément palestinien, c'était un militant qui était très engagé, bien sûr, pour l'indépendance, la décolonisation de la Palestine, mais en même temps, il était purement américain. Il a fait toutes ses études, c'est toute sa carrière là-bas. Il a été professeur à Professeur. Columbia, Voilà, notamment. exactement. Ouais. Donc, il maîtrisait les deux cultures. Et il a apporté donc, aux États-Unis et à l'Occident en général une vision nouvelle de la culture des pays décolonisés. Donc, son principal livre, L'orientalisme, est paru en 1978. Et il était fondateur de toutes les études postcoloniales. Oui, il a Donc, vraiment redéfini, corrigez-moi si je me trompe, la oui. manière dont est perçu l'Orient par l'Occident. Voilà, c'est ça. Donc, il a, avec raison, essayé de décrypter ce que c'était que cet orientalisme dans lequel les spécialistes n'avaient pas, avant lui, décelé de volet politique. Or, si l'orientalisme intrinsèquement n'est pas politique, on ne va pas dire que Eugène Delacroix, par exemple, était politique, il n'empêche qu'il participait à un mouvement à son époque, qui était l'impérialisme. Oui. Donc lui, il a fait le rapprochement entre les deux, mais le problème, c'est que il a, pour convaincre, il l'a reconnu d'ailleurs peu après
parution de son livre, il a été caricatural. C'est ce que vous dites. Vous dites qu'il a eu une lecture sélective Voilà. et statique, notamment de Lamartine. C'est ça. Alors, d'une part, il a choisi que ce qui servait sa théorie. Alors, dans Lamartine, c'est très clair, puisque effectivement, toute la première partie de la vie de Lamartine, que Saïd démolit dans son livre, est terrible. Mais c'est éliminer à peu près 50 ans de la vie de Lamartine. Ce qui ne se fait pas quand on est un intellectuel tout de même assez sérieux. Donc, Edouard Saïd l'a reconnu. Et d'autre part, il n'a choisi que quelques pays. Et il y a beaucoup d'autres pays qui sont... en gros, il a traité du Royaume-Uni et de la France. Oui. Mais il a laissé tomber l'Allemagne, qui est vraiment un gros morceau, et surtout les États-Unis. Alors, bon, bien sûr, on peut dire que les États-Unis, c'est venu après, mais il n'empêche que les États-Unis, c'est même le principal problème actuellement pour l'Orient. C'est bien que c'était un peu dommage. Mais il s'est rattrapé par la suite, donc on ne lui jettera pas la pierre. Oui, et pour rappeler, voilà, pour lui, il définit l'orientalisme comme une construction qui sert à justifier l'impérialisme et la domination occidentale. C'est Oui. aussi le cœur de ça. Oui, et bien sûr, il a raison, mais ce n'est pas l'orientalisme qui a conquis l'Algérie. C'était beaucoup plus trivial, c'était une domination qui était bien sûr avant tout politique et aussi économique, et puis qui représentait l'aboutissement du messianisme révolutionnaire français. Donc l'orientalisme est entré là-dedans, est entré dans la danse, mais il n'en est pas à l'origine. Donc c'est faire beaucoup d'honneur aux orientalistes que de les accuser d'avoir colonisé la terre entière. Par contre, il y a beaucoup d'orientalistes qui étaient tout à fait dans ce tropisme-là. Mais je rappelle que malheureusement, de toute façon, on l'a beaucoup oublié, mais c'est très curieux. En général, les milieux colonialistes européens au XIXe siècle étaient ce qu'on appelle de gauche maintenant, parce qu'ils faisaient ça pour le bonheur des colonisés. Donc, alors, bien sûr, ça prête à sourire maintenant, mais donc, l'histoire est toujours pleine piégée. Et avant de passer à Lamartine, et sujet qui va nous occuper, il y a une citation qui résume assez bien ce dont on va parler. C'est « Insatisfait des Lumières, il recherche la lumière divine chez les peuples spirituels de l'Orient et déçu du matérialisme de l'Occident. » Oui, ça c'est bien la définition de Lamartine, du jeune Lamartine. D'accord. Et c'est pour ça qu'il part en Orient, donc en 1832, et il pense que il y avait une formule à l'époque, c'est ex oriente lux, c'est de l'Orient donc que vient la lumière, et effectivement c'est là-bas qu'il a trouvé la lumière. Et pour passer à votre livre, donc le titre c'est Lamartine, passeur d'islam, islam avec un i minuscule. Oui, c'est important parce que dans l'orientalisme justement, enfin là, c'est une critique qu'on pourrait porter non pas à l'orientalisme lui-même, parce que l'orientalisme en fait il s'inventait, mais aux critiques de l'orientalisme. On a abordé ce vaste corpus qu'est l'orientalisme par la suite, via nos propres préoccupations. Et les préoccupations de la France notamment à partir du XXe siècle étaient tout sauf religieuses, Oui. ou bien anti-religieuses. C'est bien qu'on a enlevé la religion de l'Orient. Or, pour Victor Hugo comme pour Lamartine, qui m'ont fourni donc les sujets de mes deux livres, il est stupéfiant de constater que pour ces deux grands auteurs, la religion était tout à fait centrale, et l'islam en particulier. Alors que moi j'ai étudié, je suppose comme vous, Lamartine et Hugo à l'école, on m'a jamais parlé de religion à propos de ces deux auteurs-là. Jamais, justement, comme vous le dites, il s'intéresse à l'islam en tant que religion, et en tant que, vous êtes arabisant, en tant que dîn, spiritualité. Oui. Voilà, dîn, c'est la voie aussi. Pour Lamartine, comme pour Hugo, on peut se demander un certain degré de compréhension de leur poésie, puisque c'est surtout en poésie qu'ils ont exprimé leurs sentiments profonds vis-à-vis de cette religion, s'ils n'étaient pas devenus musulmans. D'ailleurs, il y a même sur le net toute une théorie conspirationniste qui dit, en fait, Hugo s'est converti, mais les Européens et les Français ont
ont caché cela. Non, en fait, donc, ils ont emprunté la voie, Oui. comme Goethe d'ailleurs aussi, Mmh. une voie qui mène à Dieu. Et si on considère que cette voie mène à s'en remettre à Dieu, qui est le nom, qui est le sens du mot islam, Oui. eh bien, ils ont fait donc une voie digne vers l'islam. Donc, ils sont devenus musulmans, mais sans se convertir pour autant. C'est ça. Heu, parce que d'autant que Lamartine a fait un effort particulier pour transmettre la croyance et la spiritualité dont il a bénéficié aussi en Europe. Oui, voilà. Alors donc, il s'intéressait bien sûr à la civilisation, et à la culture de l'islam, mais avant tout, donc, à la religion par, Mmh. conviction personnelle parce que c'était un grand enfin, il avait une foi très profondément ancrée, une foi catholique, hein, encore une fois, mais, qui était ouverte aux autres religions. Donc, il s'intéressait à l'islam, religion avec un petit, et aussi à l'islam, civilisation et culture Oui. avec une majuscule. Ça serait un peu si on devait comparer au christianisme, ça serait la différence entre la chrétienté et le christianisme. Voilà, c'est ça. Il est malheureux que la langue française n'ait pas différencié les 2, mais c'est assez révélateur de la façon dont on approche l'islam. Pour, comprendre, l'évolution de Lamartine avant son voyage en Orient, pardon, lui, il croyait vraiment à la mission civilisatrice, Oui, de l'Europe et de la France et il était, voilà, et même à la nécessaire régénération de l'Orient, victime, du despotisme ottoman. exact. Hugo, idem. Alors, c'est important, de, partir de là parce que, il faut, replacer d'abord, ces 2 auteurs dans leur époque. Oui, Donc, c'est une époque qui, au départ, était, heu, empreinte d'un messianisme révolutionnaire naïf. oui, Et bon, en gros, c'était faire le bonheur des gens malgré eux. Et les, faits leur ont donné tort. Les faits, c'est avant tout pour les Français, la conquête de l'Algérie en 1830. c'est ça. Et donc là, enfin, le génocide, de la conquête française en Algérie a dissuadé, Lamartine, de, poursuivre dans cette voie. En 36, il dit quand même que, à la Chambre des députés que ma pensée et que la conquête d'Alger a été parfaitement légitime. Voilà, alors, Il en est revenu. oui, mais, difficilement. OK, Et Hugo, jamais. d'accord. Donc ça prouve à quel point, enfin, ses convictions étaient ancrées, Oui. dans, l'idéologie, dérivée de la Révolution française. Et d'ailleurs le premier qui a mis ça en pratique, Mmh. avant 1830 à Alger, c'est tout de même Bonaparte en Égypte. Donc, c'est un courant très fort et qui a amené même donc Lamartine à être, si l'on peut le qualifier, de proto-sioniste, parce que c'est un des premiers qui a donc considéré que, la Palestine devait être régénérée par qui? Par les Juifs. Et donc, tout ça, ça a changé lorsqu'il a, pris contact avec les réalités, Mmh. et notamment donc en Palestine, en Syrie et au Liban, puisque c'est là, qu'il a voyagé. Il a fait 2 voyages en Orient, et il s'est rendu compte que, loin de devoir, quand on est européen, régénérer, comme le disiez, fort justement, les orientaux, c'est plutôt les orientaux qui devraient nous régénérer, C'est nous. ça. Parce que c'est eux qui, ont d'abord, une spiritualité que l'on a perdue, depuis, en gros le matérialisme qui a submergé l'Europe à l'époque. Enfin, en tout cas, c'était comme ça à leurs yeux. Et d'autre part, parce que ce sont les seuls à avoir, enfin donc, il parle de l'islam qui est la colonne vertébrale, de bien sûr, de l'Orient. Enfin, ceci dit, il, a aussi fréquenté toutes les autres religions, Oui. avant tout les maronites, quand on arrive, au Liban, quand on est français, c'est évident, mais aussi les Druzes et d'autres. Bon alors donc, la 2e, chose, qui importe dans sa, vision, de l'Orient à l'époque, c'est qu'il pense que, les orientaux sont les seuls aussi à avoir réconcilié foi et raison. Oui. Et donc que les orientaux sont les vrais philosophes et que l'islam est la religion de la raison. Alors ce qui paraît, actuellement, tout tout à fait, bizarre, puisque, les gens sont persuadés du contraire. Mais, ce n'est pas un slogan. Mmh. Il l'affirme, il étaye son affirmation sur notamment, enfin, Rousseau et Voltaire, en gros D'accord. quoi.
Donc, c'est pas des paroles en l'air et Hugo les reprendra. C'est pour ça que j'ai appelé mon livre Lamartine passeur d'islam, parce que dans la, l'attrait de Hugo pour l'islam, il y a beaucoup de Lamartine. D'accord. Est-ce que c'est vrai de dire que, bon, avant son voyage en Orient, c'était bon, un homme de son époque, Oui, et à la suite de ce voyage, moi, j'ai un ami qui aime beaucoup Lamartine, qui m'a dit oui. qu'il écrivait contre son époque. Oui, donc Lamartine, a beaucoup évolué, ce qui est très rare chez un homme politique, parce que les hommes politiques, par définition, ont toujours raison, en tout cas c'est ce qu'ils disent. Lui, et il a avoué, il a même écrit qu'il avait tort et que toute sa vision donc colonisatrice, pour Mmh. faire court, était erronée. Et c'est important pour le lecteur d'aujourd'hui, parce que ça prouve que même quand on a eu de hautes fonctions, hein, il a été ministre Oui. des Affaires étrangères et candidat aux élections présidentielles, on peut passer de l'islamophobie à l'islamophilie. Donc il y a de Donc, l'espoir oui, pour, voilà, c'est ça. Donc, on se sent moins seul quand on est musulman, français musulman aujourd'hui, lorsqu'on a Lamartine dans son camp. Et pour Hugo, idem. vous avez cité, on parlait tout à l'heure de la quête spirituelle de Lamartine. Vous avez dit qu'il a écrit notamment Les Orientaux nous ont découvert les cieux, Oui, et vous l'avez cité. C'est un propos qui fait écho à une citation rapportée par Malek Benabi dans Vocation de l'Islam. Nous oui. avons le ciel et vous avez la terre. Mhm. On parlait de spiritualité. Oui. Est-ce que il avait déjà le tawhid de Lamartine, Ah oui. c'est-à-dire l'expression du monothéisme comme. Oui, tout à fait. Donc, dans une de ses poésies, il traduit. C'était un catholique fervent, mais anticlérical. C'est ça. Donc, il se forgeait sa propre religion en considérant que toutes les spiritualités étaient valables. Il ne croyait plus Euh, en la Trinité également? non plus, mais enfin, bien sûr, parce que la Trinité prise au pied de la lettre s'oppose enfin, oui, au monothéisme. Mais Ouais. enfin, c'est plus compliqué que ça, parce que la Trinité, c'est tout de même trois, pas trois dieux en un, puisqu'il n'y en a qu'un seul, enfin trois facettes de Dieu. Mmh. Alors, on pourrait dire que, enfin, si on essaye, si j'essaye de ne pas trahir sa pensée, il y a 99 noms de Dieu en islam, mais il y en a 3 dans le christianisme. Donc c'est pas ça qui importe. D'accord. On peut multiplier les, oui, les formes, Mmh. puisque Dieu est à la fois immanent et transcendant, mais de toute façon, il est unique. Et C'est il a, surtout le rejet du clergé donc oui, c'est qui. ça. Et donc, il a une formule qui résume tout ça dans un de ses poèmes, c'est Dieu seul est Dieu. C'est-à-dire qu'il ne dit pas il n'y a de Dieu que Dieu, comme chez les musulmans, mais il dit, donc c'est un vers, Dieu seul est Dieu, Allahu Karim. Et toujours dans son voyage en Orient, et vous l'avez aussi dit, ce qui l'étonne et l'émerveille le plus, c'est la tolérance dont fait preuve Oui, l'Orient. voilà. Alors ça, pour lui, c'était une vraie découverte, parce que évidemment, à l'époque, il y avait pratiquement pas de musulmans en France. Mmh. Donc, les gens étaient persuadés que le pouvoir despotique Ouais. était, comme en France, intolérant, puisqu'en France, on a eu la guerre des religions du temps du despotisme de l'Ancien Régime. Eh bien, là-bas, il découvre que c'est pas du tout le cas. Mmh. Et il est vraiment d'abord étonné, puis ensuite séduit. Et il le voit donc avec émotion donc à Jérusalem, et puis au Liban. Euh, pour lui, Jérusalem était exemplaire, puisque les chrétiens qui, dans le Saint-Sépulcre, se disputent la garde de l'Église, ont fini par, impossibilité de s'entendre, d'en donner la clé à des musulmans. Donc on voit bien que ce sont les musulmans qui sont Mmh. tolérants, donc c'est exactement le contraire de l'image, euh, enfin du cliché européen sur les musulmans. Ouais, c'est vraiment cette mosaïque confessionnelle qui l'émerveille, et Oui. ça il nuance aussi les accusations de despotisme, notamment formulées à l'endroit des Ottomans, qu'il a lui-même contribué à Voilà, véhiculer. il y a une belle formule, les gouvernements orientaux
nous déplairont toujours car ce n'est pas nous qui gouvernons. Ouais. Donc, évidemment, dans ces cas-là, c'est la messe est dite, quoi. Ouais. C'est ce qui est extraordinaire avec Lamartine, c'est qu'on a accès à un tas de formules. J'en avais une autre qui était, il disait qu'il y a des ponts à jeter entre les peuples, et c'est à la poésie et à la foi Oui. qu'en revient la charge. Voilà, c'est ça. Donc, il y avait une conviction à l'époque que poète et prophète étaient cousins germains. Mais lui, il se considérait un peu comme ça, Oui, non? oui, tout à fait. Il pensait que le prophète, ou bien l'envoyé, enfin, en tout cas, lui dit prophète, avait une mission divine et que c'était par la poésie qu'il pouvait le mieux la communiquer à ses lecteurs. Mmh. Enfin, il a fait autre chose puisqu'il a écrit une biographie du prophète ensuite. Donc là, il est devenu au contraire pédagogue, mais d'une manière littéraire. En tout cas, il était persuadé d'avoir une mission. D'accord. Il était persuadé d'être poète-prophète? Oui, oui. Enfin, ça, c'est surtout Hugo, parce que Lamartine était beaucoup plus modeste. D'accord. Mais Hugo était au contraire narcissique terrible. Donc, il y a de ça chez Lamartine, parce que pour lui, le prophète Mohammed était lui-même un poète. Mmh. Parce qu'il pense, enfin, quand il lit le Coran, il y voit aussi une œuvre poétique. D'accord. On va justement en venir à une autre partie de son œuvre, Oui, un texte différent, Histoire de la Turquie. oui, Sachant que, corrigez-moi encore une fois si je me trompe, par histoire de la Turquie, il entend histoire de l'Empire ottoman, oui, et par histoire de l'Empire ottoman, histoire de l'islam. voilà. C'est juste. Alors, ça commence par donc une biographie du prophète. C'est ça. Et c'est là que, enfin, moi, je vois donc, depuis que j'ai écrit ce livre, tout le monde me dit, ouais, Lamartine, mais c'est pas possible. Martine, c'est l'auteur du Lac. Et donc, Lamartine est un illustre inconnu. Et donc, tout le monde le connaît, mais en fait, personne ne sait que ce qui l'intéressait, c'était ça. Et donc, s'il a commencé cette œuvre en 7 tomes, qui est l'histoire de la Turquie, Mmh. par une biographie du prophète, c'est qu'il pensait bien que c'était ça qui n'allait pas dans la vision européenne de l'Orient. Il fallait commencer par démystifier l'image désastreuse, hein, Mmh. d'imposteurs, lubriques, que la plupart de ses concitoyens avaient du prophète à l'époque. C'est ça, c'est que pour lui, pour comprendre la psyché musulmane et orientale, faut aussi comprendre la vie du prophète. Voilà, alors c'est là qu'il est très actuel, parce que il y a beaucoup de gens de bonne volonté dans la France islamophobe d'aujourd'hui, Mmh. et qui essayent donc de comprendre l'Orient et de sympathiser avec. Mais malheureusement, la perte du sens de la spiritualité et du sens religieux dans la France d'aujourd'hui est catastrophique, parce que nous empêche de comprendre ce qui fait la base de la vie quotidienne orientale. On peut dire que Mmh. c'est plus ou moins justifié, ou plus ou moins enfin, profond, Ouais. mais il n'empêche que quand vous parlez, quand vous allez dans n'importe quel pays d'Orient et que vous parlez aux gens, la religion revient systématiquement. Alors, c'est pas forcément une religion politique comme ce que les critiques de l'islamisme ont vu. Mmh. C'est pas forcément une religion enfin, très, très, très spirituelle. Ça peut être aussi une religion sociale, puisque bien Ouais. sûr c'est une manière de vivre. Mais il n'empêche que si on laisse de côté, d'une manière ou d'une autre, volontairement ou non, la religion, on ne Mmh. peut rien comprendre à l'Orient. Et c'est pour ça que Lamartine, lui, Donc il avait c'est bien vraiment compris. une entrée consciente, Voilà. c'est comme ça qu'il a abordé l'Orient? Oui, c'est ça. Lui, ce qui l'avait intéressé là-bas, c'est la religion, c'était Ouais. la sienne. Il a compris qu'en fait, sa religion, elle était en partie orientale, et qu'il n'y avait pas de contradiction entre le christianisme et l'islam, si bien que moi, enfin, pas affublé, disons, le terme n'est. Enfin, j'ai qualifié, c'est ça, Mmh. Lamartine, de catholique musulman. D'accord. Et c'est pas anodin à l'époque d'écrire sur le prophète. Il était pas méconnu, mais il était perçu comme un usurpateur, si on peut le dire? Oui, plutôt un non, plutôt un. Moi, j'avais Enfin, lu qu'est-ce que je que vais dire? Enfin, ouais, ouais. comme l'antéchrist? Oui, il y a eu ça, enfin bon, en tout cas, il avait tous les défauts, ça D'accord. c'est clair. Bon, alors donc, Lamartine a
perdu les élections contre Louis-Napoléon Mmh. Bonaparte, a abandonné la politique. Il a compris alors que c'était tout de même lui qui oui, c'est en lui qui a aboli la royauté définitivement en Oui, France, hein, puisque c'était la deuxième révolution en 48 qui a mis fin définitivement à la royauté. Donc c'était un homme politique éminent, mais il a compris que, il, prêchait dans le désert, il était un peu trop naïf, disons, idéaliste, pour, continuer, dans une période même très compliquée puisqu'il s'agissait d'un changement de régime. Donc il est passé, au domaine, littéraire uniquement et oui, il a considéré que c'est par la littérature qu'il était le plus utile. d'accord. Mais, ça a raté, parce qu'en fait, il s'est attaqué justement à ce que les gens, ne comprenaient pas, Mmh. c'est-à-dire, la spiritualité orientale. Et ça, c'est dans ses premières poésies, notamment dans, son, recueil, La chute d'un ange qui préfigure la légende des siècles de Victor Hugo et qui a été, désastreux parce que, du coup, le pape l'a mis à l'index et donc tous les catholiques, se sont écartés de Lamartine à l'époque. Et il arrive quand même à travers cette biographie, à transmettre le souffle de l'épopée des débuts de l'islam, Oui, 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 bien sûr. Alors donc après, la poésie, il se met à la prose parce ouais, qu'il considère que, c'est, donc par la littérature que les gens, il veut éduquer, le d'accord. lecteur, son lectorat. Mais c'était une illusion parce qu'à l'époque, donc le lectorat, d'ailleurs un petit peu comme aujourd'hui, n'était pas disposé du tout à comprendre, le message de tolérance vis-à-vis de l'islam que Lamartine a véhiculé, dans sa biographie du Mmh. prophète. Si bien que il a essayé après donc, cette histoire de la Turquie que vous citiez tout à l'heure, de reproduire sa biographie à part, mais ça n'a pas eu, de succès non plus. Mmh. Donc, il y a eu à la fois une perte d'audience, politique, littéraire et aussi donc thématique, les gens enfin, il n'a pas été lu, il a été plutôt, marginalisé, donc on ne peut pas dire qu'il a été vraiment Oui. attaqué pour sa biographie du prophète, mais en fait, à son enterrement, il n'y avait que quelques dizaines de personnes et il est mort dans la misère, c'est, bien parce que, il dérangeait. Il n'était Oui. pas dans la ligne, on dirait aujourd'hui et donc Il il s'est était écarté de la trop ligne en original. Ouais. 32-36. Un peu après, donc en tout cas, il a payé, de son ostracisation, dans la société française, Mmh. son ouverture, à l'islam et je pense que c'est une leçon pour notre époque. Et il y avait certes pour revenir au prophète, il y avait certaines qualités que Lamartine admirait Oui, particulièrement, notamment la rationalité philosophique, le oui, pacifisme. oui. En fait, cette biographie était, composée pour convaincre son auditoire que, le prophète était un type bien, en gros. Ouais, ouais. Donc, il a un peu forcé la note. On peut dire qu'il a même christianisé, le prophète, mais ce qui était de bonne guerre puisque, en fait, il y Il a que fallait pouvoir faire le pont voilà, aussi, c'est ça. Donc, il a eu raison. Il a pris surtout ce volet-là, enfin, de la vie du prophète. Mais il y a une chose, alors là, qui, ne passe pas chez lui et c'est la raison pour laquelle il pense que, en fait, l'islam n'a pas d'avenir en Europe, contrairement à Napoléon qui, lui, croyait que mmh, c'était, le cas, c'est, la polygamie du prophète. Ça, pour Lamartine, c'est, inacceptable. d'accord. Pour rester aussi bon, sur Lamartine, c'est l'objet de notre Oui, discussion. Ça a été aussi un influenceur de son époque, oui, un grand influenceur. Il a une influence sur les figures majeures de la littérature française, oui, Hugo notamment. Enfin, oui, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Je pense sur, Victor Hugo, Alexandre Dumas? oui. Alors donc il y avait un trio d'amis, à peu près la même génération, dont Lamartine était tout de même l'aîné. C'était Dumas, Hugo et Lamartine. C'est une belle, brochette d'amis. Oui, exactement et donc quand on est musulman français musulman d'aujourd'hui, on peut dire qu'on a 3 amis au 19e siècle et pas des moindres.
puisque Dumas, lui aussi, a écrit une biographie du prophète, en fait, qui est un résumé de celle de Lamartine. Ça, c'est un peu le trio de choc. Il était précédé de Napoléon, mais enfin, qui est très controversé parce que même s'il était un grand ami de l'islam, il a massacré des musulmans. Donc c'est un peu à part. Et puis, bon, c'était surtout un homme politique, mais bien qu'il ait aussi écrit. Mais j'ajouterais à ce trio Jules Verne, qui était le directeur de cabinet de Lamartine lorsqu'il Mmh. était ministre des Affaires étrangères, et qui a écrit un poème magnifique de jeunesse qui s'appelle Coran et que l'on trouve sur Internet. Et ensuite, beaucoup d'autres ont été influencés, notamment Arthur Rimbaud. Mmh. Et au XXe siècle, à peu près tous ceux qui ont, enfin, notamment Louis Massignon, qui est vraiment un peu l'alter ego, mais enfin, tous ceux qui ont écrit sur l'islam doivent quelque chose à Lamartine, Oui. même sans le savoir. Bon, ça sera peut-être, l'objet d'un 3e livre puisque vous avez, traité de Lamartine, d'Hugo. Dumas, lui, il a une approche différente de l'Orient et de l'islam? Oui. Alors, Dumas, il s'intéresse pas à la religion. Il s'intéresse, aux gens. Et il a, aucun préjugé vis-à-vis des musulmans. Il les traite de la même façon que les autres, avec leurs qualités et leurs défauts. Donc ce qui est, passionnant chez Dumas, c'est que, on peut, lui, c'est l'anti-orientaliste. C'est-à-dire D'accord. qu'au lieu d'exotiser les musulmans, y compris dans un pays aussi méconnu que l'Arabie à l'époque, eh bien, quand on lit ce qu'il a écrit sur l'Arabie, on s'attend à trouver D'Artagnan au coin de la rue. C'est vraiment celui qui a eu le plus d'empathie, D'accord. mais au quotidien. Et dans un donc, de ses récits d'Arabie, donc j'ai publié en fait ces récits d'Arabie chez l'Harmattan. Il conte l'histoire d'un Français, Louis Ducouré, qui se convertit à l'islam et qui tombe amoureux d'une musulmane dans la grande mosquée de la Mecque. Vous voyez, c'est vraiment c'est l'aventure, mais l'aventure pour l'aventure, commencée chez cet auteur, mais qui rapproche une musulmane qui se Oui, promène dans la grande mosquée de la Mecque du lecteur parisien de l'époque. d'accord. C'est formidable parce que là, ça crée des liens. D'accord. Et pour Victor Hugo, son influence, vous avez écrit, un Oui. livre sur Victor Hugo. Qu'est-ce qu'on peut dire? Pas en 2 mots, Mmh. on peut en dire un peu plus sur l'influence de Disons que, Lamartine, sur Hugo? oui, alors, sur, le thème, puisque dans son grand poème, «L'an neuf de l'hégire», en fait, le principal, je qui est vraiment le summum de la littérature française, sur l'islam. C'est à propos des Voilà. derniers instants du Voilà, prophète. c'est ça. Eh bien, Hugo, s'inspire en partie de la biographie du prophète par Lamartine. Donc c'est une influence directe. Et puis, il y a en fait, plus profond que ça, chez Hugo, comme chez Lamartine, un événement fondateur pour l'intérêt, pour l'ouverture, disons, à l'islam. C'est, la mort de leurs filles respectives. D'accord. Et c'était des chocs terribles pour les 2, ce qui est normal. Mais, ce qui est, étonnant, c'est que pour les 2, ça les a amenés à, bien sûr, une introspection et une réflexion, sur le sens de la vie, et ils ont tous les 2 trouvé donc, pas la réponse parce Mmh. que il y a pas de réponse que sens de la vie, la réponse A, B ou C, non, il y a pas. Enfin, donc ils ont trouvé tout de même, une raison d'espérer et donc une philosophie, oui, Oui. dans l'islam. C'est quelque chose qui a guidé les 2, et c'est ça qui est intéressant parce que, ce sont des gens qui, au début, n'avaient absolument aucune accointance avec l'Orient ou le monde musulman. Oui. Anne Lamartine, c'est un gentilhomme bourguignon, c'est vraiment la France profonde. Hugo, il n'a eu aucune éducation, religieuse. Et bien malgré cela, malgré leur ignorance totale de l'arabe aussi évidemment, Mmh. c'est, dans l'islam que, ça a fait tilt. C'est, non seulement une source d'inspiration chez eux, Mmh. mais c'est une source d'explication du monde, qui les entoure, de la France où il y a pas de musulmans. C'est là qu'on comprend que, l'islam, dès avant, ce qu'ont écrit, ces 2 auteurs sur cette religion, faisait partie de la culture française, et que donc, la France, sans le savoir, était, en partie musulmane, alors qu'il y avait, presque pas de musulmans. C'est là qu'on comprend
que l'Orient et l'Occident, dont on parlait tout à l'heure, ou Mmh. bien l'islam et le christianisme, c'est les deux faces d'une même pièce. Et pour une autre figure qui l'a influencé aussi, c'est René Guénon, Oui, bien sûr, dans oui. La crise du monde moderne, qui, Oui. lui, fait une critique du matérialisme et de la modernité qu'on décèle déjà dans Voyage en Orient. C'est ça. Alors, René Guénon, il va plus loin. OK. Lui, carrément, il s'installe en Égypte et il devient, enfin, lui, il devient un autre, hein, si on Oui. reprend le jeu est un autre d'Arthur Rimbaud. Tandis que Lamartine et Hugo, non, eux, ils restent 100% français. Mais ce qui est, alors, René Il a il a Guénon, Guénon a poussé l'expérience jusqu'au oui, bout. c'est très estimable enfin, c'est comme Rimbaud, hein. Mmh. Rimbaud, lui, Oui. il a fini enfin non, non, pas il a fini enfin il a passé toute la seconde partie de sa vie, donc en Orient, d'abord à Aden, ensuite, en Éthiopie, mais donc ce qui importe, c'est que, des gens aussi français, mais vraiment, pur jus, que Lamartine et Hugo étaient aussi donc des admirateurs du prophète. Mmh. C'est un message, massue pour notre époque. C'est-à-dire que, d'ailleurs Lamartine décrit très bien, être français et musulman, mais ça va de soi. Oui. Il y a penser que ça puisse être incompatible, c'est penser contre la culture française dans ce qu'elle a de Ouais. plus, de mieux, de plus célébré. Oui, ça m'amuse un peu parce qu'on a l'impression que c'était peut-être même plus évident à l'époque Oui. qu'aujourd'hui. Alors, disons que l'époque était pas plus islamophile que la nôtre, mais à l'époque, il y avait pas la pensée unique. D'accord. Donc on pouvait s'appeler Victor Hugo et écrire, que le prophète était un modèle pour l'humanité. On pouvait être ministre des Affaires étrangères et écrire une biographie du prophète, quelques années après. Maintenant, ça serait impensable. Tout à fait, tout à fait. Je suis d'accord. Et on a parlé de cette islamophilie, pardon. Je recommence, parce que c'est donc on a parlé de cette islamophilie, pardon. Elle est bonne celle-là, je la retiens. Bon, on a parlé de cette islamophilie, du courant romantique. C'est une Oui. anomalie historique? Alors, disons que oui. Surtout au temps de la colonisation et de la mission civilisatrice? Oui, bah, disons que, ça contredit complètement, la colonisation qui d'abord n'avait rien à voir avec la religion, et donc c'était, peut-être déjà anachronique à l'époque puisque donc le courant sans qu'on le sache après enfin, 1830 c'était vraiment tout à fait le début. Mmh. Disons que ces 2 auteurs ont écrit, leurs grandes œuvres avant la grande période coloniale qui est même la seconde moitié du 19e siècle, hein. Eux, c'était plutôt la première moitié. Donc la colonisation allait complètement à l'encontre de tout cela, Mmh. mais il n'empêche qu'ils étaient déjà, enfin, complètement, opposés à ce qui était la pensée dominante parce que c'était, encore une fois, il n'y a pas de pensée unique, Mmh. c'était très divers. Enfin, ceux, qui étaient, tout de même le plus écoutés à l'époque, c'était Chateaubriand Ouais. et Ernest Renan, Oui. qui étaient, les 2 plus gros racistes du 19e siècle. Ouais, culturalisme européen Voilà, à exactement. fond pour Renan. Oui, oui, bien sûr. Et c'est ce qui a fait que, bon, la position de Lamartine qui a fini, marginalisée notamment, politiquement et C'est ça. qu'il a fini, vous l'avez dit tout à l'heure, en illustre, inconnu. Voilà. Mmh. J'ai une question avant d'arriver à la question rituelle, du phare. Question un peu plus personnelle. Oui. Heu, pourquoi sur Lamartine et pourquoi sur Lamartine et l'islam? Pourquoi Oui, ben, d'abord parce que j'ai la présomption de ressembler un petit peu à Lamartine. Enfin, moi aussi, au début, je m'intéressais absolument pas au monde musulman, enfin, donc c'était une découverte pour moi. dans votre Moi, vie de diplomate, oui, vous avez, mais même avant, parce d'accord. que j'ai fait beaucoup d'autres choses avant. Enfin, moi, j'ai découvert, ça en Algérie et lui, au Liban. Mais enfin, donc, on a eu un petit peu cette même, révélation avec enfin, une palette évidemment, de choses qui nous ont séduits, mais avant tout, justement, la tolérance. Voilà. Donc, moi, j'ai trouvé que la tolérance algérienne, après ce que les Français avaient infligé à ces gens, était tout à fait admirable, et de même que Lamartine. Donc, au Liban, j'ai pensé, et quand je suis revenu donc en France, j'ai essayé de populariser ça, alors que évidemment,
quand je dis aux gens maintenant que la principale raison du succès de l'islam à travers les lieux et les âges, c'est sa tolérance, ils me prennent pour un, C'est ça, pour un j'allais vous fou. demander mais comment ces livres, sur Hugo, Lamartine, l'islam sont reçus? Oui, alors ils sont très mal reçus par les Gaulois, en gros, quoi. C'est un peu mettre ça entre guillemets. Par contre, c'est un message d'espoir pour les Français musulmans, d'une part, parce que, encore une fois, ils peuvent comprendre que l'islam, c'est central dans la culture française, c'est pas Mmh. du tout marginal, contrairement à ce qu'on dit. Et d'autre part, donc, des gens aussi connus ont pu évoluer, ben, ça veut dire que maintenant, on est au creux de la vague, mais qu'ensuite, ça devrait remonter, à moins que la France perde toutes ses racines Oui. culturelles. Voilà, alors, puis donc, répondre à votre question précédente, donc, non seulement donc, Lamartine comme personne m'a plu, mais je pense que c'est un devoir pour un citoyen français actuellement de remettre les pendules à l'heure. Mmh. Et donc, les pendules de la culture française, eh ben, c'est sa part islamique et sa part arabe. Donc, il faut tout de même ne pas oublier que ces deux grands auteurs qui sont célébrés, l'un est au Panthéon et l'autre est au programme de toutes les écoles, Mmh. eh bien, sont des admirateurs du prophète. Donc, si notre président de la République se mettait à dire qu'il aimait Lamartine et Victor Hugo parce que ces deux auteurs ont admiré le prophète, je pense que ça ferait un petit peu avancer le débat. Mais bien Il y aurait sûr, peut-être, je suis un idéaliste, et mais bon, pourquoi pas. pour la boutade, il y aurait peut-être à actualiser la fiche Wikipédia avant parce que Oui, j'ai été faire un petit tour sur la fiche Wikipédia, de Lamartine et oui, c'est pas ouais, on c'est trouve terrible. pas ce que vous dites. Ah non, pas du tout. C'est Oui. largement, comme vous l'avez dit, marginalisé, Oui, mis c'est de ça. côté. Alors donc, j'hésite entre, l'amnésie et le boycott. Bon, il doit y avoir un peu des 2, Ouais. mais c'est surtout de l'amnésie et finalement de l'ignorance. On sait bien que, c'est de l'ignorance que naît le racisme et donc, il est terrible que, la France qui, considère qu'elle est un peu le centre du monde sur le plan culturel, ignore, ce que ses plus grands auteurs ont écrit. Question personnelle, Oui? que j'ai moi. Après Lamartine et Hugo, est-ce qu'il y en a d'autres sur lesquels vous Bah allez vous oui, il y en a pencher, d'autres donc Dumas, non? ouais, Ou non mais ça Dumas t'a ça y est, Dumas je l'ai ça y est? fait, D'accord, j'ai écrit le livre OK. sur Dumas, donc je comptais effectivement, m'arrêter là, mais en fait, donc je fais quelque chose actuellement sur Napoléon, mais il y en a tellement, il y a beaucoup d'autres, c'est vraiment, c'est terrible parce que c'est l'éléphant dans la pièce. Enfin, Ouais. on adore tous la littérature française du 19e et du 20e siècle, mais on ne la voit que d'un œil. Bah, merci de nous ouvrir Le le second, 2e, le second œil oui, et moi je vous remercie aussi à titre personnel, pour le travail. J'ai pris beaucoup de plaisir à merci. lire ces livres et je vais conclure avec la question rituelle du phare. Oui. Est-ce que vous avez, 3 suggestions culturelles à donner à nos auditeurs et spectateurs? Bon Vous alors avez le droit oui, de placer vous oui. avez le droit de placer vos livres. Bon, alors, bah, donc je vais commencer par ça puisque vous m'y incitez. Oui, en fait, je crois que tout ce que j'ai dit, je l'ai, résumé, un peu, par hasard, dans, quelque chose qui fera peut-être sourire, beaucoup. C'est mon livre sur, le monde arabe dans les albums de Tintin. Parce que, Qu'on voit juste ici. voilà, qui est ici, parce que, Tintin, c'est vraiment, le journal du XXe siècle. Et donc, le 20e étant héritier sur le plan intellectuel, de ces grands écrivains qu'on vient de citer. C'est, dans ces bandes dessinées-là qu'on voit à quel point, l'orientalisme a marqué, notre, héros Mmh. préféré. Oui. Tintin, c'est vraiment Moi, j'étais un grand le fan, héros voilà, exactement, je crois qu'il est enfin, De Gaulle disait: «Mon seul concurrent, c'est Tintin». Donc voilà, c'est une façon ludique de comprendre, ce que j'ai essayé, d'expliquer de façon, moins amusante. Donc oui, je mettrais ça et hormis bien sûr, Hergé,
Et il y a d'autres grands auteurs qui ont écrit sur les sujets dont on vient de traiter, notamment les historiens. Oui, Alors, vous avez Henri Laurence qui a oui, fait toute une série de livres, donc notamment L'Europe et l'Orient avec, non, pardon, l'Islam et l'Orient avec John Tolan et Gilles Weinstein, et qui vraiment fait un panorama historique extraordinaire, enfin, en remontant plus loin dans le temps que moi. Et puis, un autre historien et économiste, qui vient de disparaître, c'est Georges Corme, donc oui. libanais, qui lui a écrit «L'Europe et l'Orient» justement. Donc ces 2 auteurs, je crois, ont bien expliqué, l'envers du décor. Et il est indispensable donc, ne pas s'arrêter à ce que Edward Said Mmh. avec justesse, hein, donc j'aime beaucoup Edward Said, a exposé. Non, l'Orient, est fondamental dans notre culture. L'Orient fait partie de l'Occident. Enfin, la dichotomie Orient-Occident est complètement fausse. Et donc, bien sûr, la France notamment, n'a jamais été, n'a pas toujours été islamophobe comme aujourd'hui. Et donc, il faut, avec le recul de l'historien, comprendre pourquoi et comment ça a mal tourné, et comment donc, nous, en tant que Réconcilier. citoyens, on peut, travailler à une réconciliation. Et merci de contribuer à ça, Mmh. Louis Blin. Quant à moi, je vous retrouve, pour un nouvel épisode. Merci de nous avoir écoutés. Vous retrouverez tous les liens des livres en description, ainsi qu'un lien pour continuer à nous soutenir. Et je vous retrouve pour un nouvel épisode. Merci.